Êtes-vous prêt pour l'impact? Voilà la question que je pose chaque jour dans notre émission. Question posée à une personnalité qui compte dans notre économie. Et je reçois aujourd'hui Frédéric Pasture. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Columbus Café qui a fêté ses 30 ans en 2024 et qui se porte comment? Tiens, une question très générale pour démarrer. Bien, Columbus Café se porte plutôt bien dans un marché qui est en pleine effervescence du coffee shop aujourd'hui en France. Ouais. Donc ça c'est super parce qu'on attendait ça. En tout cas, on était dynamique dans cette position-là depuis 30 ans maintenant, enfin, plus de 30 ans. Et ça y est, le coffee shop fait partie des quotidiens des Français. Ouais. Alors ça dépasse les frontières de France, mais ça y est, c'est un concept, il y a un mode de consommation en tout cas qui fait partie de leur quotidien. Le modèle, c'est quand même la franchise? Oui, absolument. Ouais, c'est ça. Nous, donc la marque existe depuis plus de 30 ans. Elle a été revue en 2007 parce qu'elle a été reprise par Vagram Food Service et le groupe qui appartient à la marque aujourd'hui. Et le réseau. Et entre 2007 et 2009, on a remis à plat le concept, la marque, pour la relancer sur une dynamique de franchise. Et aujourd'hui, on est vraiment franchiseur. Quasiment 95% des magasins sont opérés par des franchisés. Avec quelques chiffres, fondé en 1994, chiffre d'affaires 2024, plus de 130 millions d'euros, 16 millions de commandes en magasin et en ligne, toujours sur cette année 2024, et puis plus de 250 coffee shops en France et à l'étranger. C'est peut-être pas le dernier chiffre d'ailleurs, parce qu'il y en on a a qui passé se les régulièrement. 250, on a ouvert 3 la semaine dernière, dans des typologies très complémentaires les unes des autres, dans une enseigne de bricolage à Clermont-Ferrand, dans une zone commerciale à Pamiers, dans le sud-ouest de la France. Il y a beaucoup de franchisés qui en ont beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce qu'en général, on a son Columbus Café et pas forcément plusieurs? Donc le début de l'aventure commence par un premier magasin, un premier coffee shop, Columbus. On a 120 franchises indépendants, donc des gens comme vous et moi qui un jour se sont lancés, ont pris ce pari-là et ont rejoint plutôt une enseigne, un concept et un modèle de franchise qui leur convenait et qui répondait à leurs besoins et leurs attentes. Et aujourd'hui, sur ces 120 franchisés, on en a une cinquantaine qui en ont plusieurs. Et nous, le modèle, en tout cas, notre modèle, c'est vraiment de les accompagner, en faire un, puis un deuxième, puis un troisième. Voilà, le modèle économique tient bien sur 3 Columbus, et puis ça permet de mailler aussi la ville où on est en fonction des régions. Alors, vous dites en France, nous avons une culture gastronomique liée à un mode de consommation qui est forte, qui correspond bien à l'univers du coffee shop. Columbus Café est français, mais le client ne le perçoit pas assez. Je vais être très honnête avec vous. Quand je suis rentré dans un Columbus Café, je n'imaginais pas forcément que c'était une marque française. C'est lié au nom, etc. En quoi c'est un positionnement important pour vous, ça? On est sur un concept plutôt anglo-saxon, c'est vrai, qui a été amené en France par le fondateur il y a plus de 30 ans maintenant. Ce côté français, il est déjà d'une parce que c'est une marque française, c'est une entreprise française qui la détient et qui l'opère et qui l'anime au quotidien. Donc on est vraiment 100% français, ce qu'on appelle nous la tête de réseau, le siège. Et ce côté français, en fait, on l'anime au quotidien à travers la qualité. Donc la qualité de notre service à la française, la qualité de nos produits. Voilà, vous parliez de culture gastronomique, c'est vrai que c'est fort et c'est incontournable aujourd'hui quand on parle de restauration, de mettre de côté cela, d'autant plus quand on est dans un univers de la restauration rapide qui est quand même assez porté ou dynamisé par des marques plutôt américaines, anglo-saxonnes. Mais est-ce que c'est un atout à faire valoir vis-à-vis de vos clients? Moi, je ne vais pas forcément... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si je parle de fast-food, est-ce que un client pousse la porte d'un fast-food parce qu'il se dit « Ah tiens, c'est une marque française derrière » quoi. Le côté français va apporter un gage de qualité dans la tête du consommateur et dans l'esprit et dans l'attente qu'il va avoir. Donc c'est vrai que ce côté français, nous on le défend plus aujourd'hui sur toute la partie qualité de nos produits, qualité de service, qualité des magasins. On le dit pas assez, on le communique pas assez, c'est vrai, et on a 2-3 sujets dans nos enjeux là-dessus, mais aujourd'hui le client, à quoi il attache le plus d'importance, c'est la qualité. Et aujourd'hui, il regarde encore plus l'expérience qu'il va vivre dans un restaurant, dans un coffee shop, et encore plus chez Columbus, parce que c'est notre marque de fabrique, l'expérience client. Donc ce côté français, il est là-dessus, en tout cas côté consommateur. Derrière ça, il y a aussi la majorité de nos produits sont approvisionnés de France, sont fabriqués en France, sont produits en France, en fonction des matières qu'on utilise, mais ça fait partie de notre cahier des charges d'approvisionnement et de fabrication industrielle. Alors justement, c'était une question que j'allais vous poser sur le sourcing des produits. À partir du moment où vous êtes à plus de 250 coffee shops, vous devez avoir, j'imagine, un maillage territorial assez vaste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dénicher des producteurs locaux systématiquement, ou alors c'est passer des accords avec des producteurs français et puis ensuite dispatcher les produits un peu partout? C'est des producteurs français qui vont alimenter une chaîne de logistique qui va, elle, livrer pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, les Columbus qui sont implantés dans toute la France. Plutôt en région. Je vais faire une parenthèse
que Paris, région parisienne, même si on est présent, on est plutôt en région historiquement. Et voilà, et après, donc on va créer des partenariats avec ces industriels, ces fournisseurs-là français ou européens quand on n'a pas le volume ou la possibilité de trouver du français. Ce serait plus trop compliqué ou impossible, je ne sais pas, d'être encore plus local d'une certaine façon? Non, le local, oui. Alors c'est des contraintes logistiques et de volume qui nous poussent malheureusement à aller au-delà de la frontière régionale. Maintenant, quand on le peut, on travaille avec des industriels de région, mais qui alimentent, je vous disais, une plateforme qui va livrer tous les jours les Columbus dans toute la France. Donc ce côté local, oui, il est important pour nous, mais c'est plutôt le local français qu'on va opérer. Ce qui est déjà très bien. Le café, en revanche, il vient de loin. Forcément. Oui, il vient de loin. Ça ne change pas. Ça. Il est 100% bio, donc ça, c'est un premier point, et c'est aussi une marque de qualité pour le consommateur français, ce label-là. Mais oui, il vient de loin, forcément, parce que le café n'est pas cultivé en France. Par contre, il est torréfié par un torréfacteur français qui nous le torréfie depuis plus de 15 ans maintenant. On construit aussi des partenariats à long terme avec nos fournisseurs. Et voilà, après, on travaille avec lui sur l'assemblage, etc. Comment vous contrôlez la chaîne de valeur? Vous dites c'est du café 100% bio, sauf que plus c'est loin, plus j'imagine, ça peut être compliqué, surtout qu'il y a souvent pas mal d'intervenants ou de sous-traitants dans une chaîne de valeur, notamment d'une matière première comme le café. Comment vous contrôlez? On a une équipe achat-approvisionnement qui est en charge de s'assurer que notre cahier des charges est bien respecté. Donc on va d'abord construire un cahier des charges, nous, au niveau de la direction, qu'on va commencer à partager avec les fournisseurs ou les fabricants ou les industriels qui vont pouvoir nous fournir. Et ensuite, on vérifie régulièrement ce qu'ils font, comment ils le transforment, d'où il vient. Voilà, notre café, il y a plusieurs torréfactions qui sont faites sur un mois, mais à chaque fois, elle est testée avant d'être livrée en magasin par nos équipes, s'assurer que le cahier des charges est bien respecté et qu'on y retrouve bien le goût, la couleur, l'arôme. C'est quoi la différence? Parce que quand on dit bio, le cahier des charges du bio n'est pas forcément le même en France, en Europe ou dans les pays qui produisent le café. Donc c'est le cahier des charges bio local qui est respecté. Sur des cahiers des charges français. Vous avez mis la barre un peu plus haut, quoi. C'est ce que j'allais dire, c'est un cahier des charges plutôt engageant, exigeant, mais oui, parce que c'est des produits qu'on va commercialiser sur le marché français. Donc on est sur le... Est-ce que l'engagement va jusqu'à la question de la rémunération du producteur? Alors là, on est plutôt sur le café équitable, c'est encore un autre label et un autre engagement, mais est-ce que ça fait partie là aussi de vos préoccupations? Nous, notre cahier des charges RSE, mais au-delà, c'est plutôt notre cahier des charges qualité. On va essayer de couvrir toutes les parties prenantes du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que le producteur de café, entre autres, mais j'ai un autre exemple à vous donner, on a construit une filière de lait avec Candia depuis 3 ans. On est sur un lait bleu blanc cœur, donc c'est un lait français, qui rémunère à juste valeur toute la chaîne entre l'animal, la nourriture qui va lui être donnée, l'agriculteur, en tout cas qui élève le lait et qui le produit, la chaîne logistique et comment c'est restitué au final dans la boisson du client, parce que ce qui est intéressant aussi, on a toute cette partie industrielle, mais on a aussi la partie qualitative pour le client. Et c'est un lait qui a suffisamment de matière grasse pour qu'il soit suffisamment goûteux, en tout cas, pas sucré, mais suffisamment goûteux et facile à travailler aussi par nos baristas. Donc nos baristas, c'est nos employés, nos artistes du café qui font les laits, les boissons tous les jours pour nos clients. Ça s'improvise pas d'ailleurs. Et non, ça il y a une formation. Ils ont une formation barista où ils apprennent bien, à chauffer du lait, différentes typologies de lait, à faire aussi un bon expresso, l'expresso parfait. Il y a des gestes, il y a cette étape. Et puis pour revenir à ce lait, il faut aussi qu'il soit suffisamment, qualitatif pour qu'ils puissent dessiner avec le lait. Donc là, ils vont chauffer le lait d'une certaine manière et ils vont faire des dessins. Là, c'est clairement extraordinaire de ce qu'ils peuvent faire. L'intelligence artificielle fait plein de belles choses, mais ça, pour le coup, c'est un vrai savoir-faire manuel. Et l'origine la qualité du produit va être importante pour cette chose-là. Allez, tiens, je reste sur le café, je vous titille un peu parce qu'on a reçu ici même Alexandre Bélanger, qui est le patron de Belco. Vous connaissez peut-être son entreprise qui transporte ses cafés, ses cacao à la voile, qui a participé d'ailleurs à la Transat Café L'Or il y a pas longtemps. Est-ce que vous pourriez travailler avec lui ou est-ce que c'est un surcoût trop important? En tout cas, c'est une démarche qui a du sens. Donc dans la démarche, on s'y retrouverait certainement. Après, c'est des questions, de quantité d'approvisionnement, de régularité d'approvisionnement. Aussi, au final, du coup, parce qu'à un moment donné, il faut que le client ait un café, en tout cas, une transformation du produit accessible. Parce que nous, on est une marque, en tout cas, on se dit Columbus Café accessible toute France, mais aussi toute clientèle. Donc oui, en tout cas, sur la démarche, on pourrait se retrouver à discuter.
certainement. Et alors, ça m'amène à commencer à parler, puis on va y consacrer vraiment du temps, en parlant du bio et des choix de bio, que ce soit pour le café ou alors même la rémunération avec le label Blanqueur. Vous avez commencé à répondre à la question, mais on va vraiment se concentrer sur les engagements, notamment environnementaux ou plus généralement les engagements RSE de Columbus Café. Mais si on parle de la logistique et transport, il y a la question notamment des choix que vous faites pour transporter tous vos achats, la logistique du dernier kilomètre. Qu'est-ce que vous avez fait comme choix? Donc nous, on s'appuie sur une plateforme logistique, en tout cas nationale, qui va livrer 1 à 3 fois par jour en fonction des sites et de leur géographie des magasins. Donc ça fait beaucoup de camions sur les routes. Oui, forcément. Par contre, c'est un seul camion pour 100% de la marchandise qu'ils vont commander. Donc vous avez de l'alimentaire, du non alimentaire, ce qu'on appelle du tri-température. Donc vous avez certains produits surgelés, des produits frais et de l'ambiant aussi. Donc ça permet d'optimiser. Et ensuite, on s'appuie à un spécialiste. Donc c'est son savoir-faire aussi d'optimiser ses routes et son nombre de stops qu'il va avoir entre le départ du camion du dépôt avec le nombre d'arrêts dans sa tournée et le retour. Donc nous, on va plutôt travailler, je dirais, l'impact qu'on va avoir sur les produits, sur ce qu'on va mettre dans le camion. Ce qui va se passer avec le camion, ça va plutôt être le rôle de notre partenaire logisticien qui, lui, avec qui on travaille aussi, et on attend que son cahier des charges évolue au fur et à mesure. Alors sur cet engagement environnemental, c'est justement la question que celui qui était à votre place la semaine dernière, Yves Contasso, le président de Grand Paris Climat, a voulu vous poser. On l'écoute. Bonjour Frédéric. Je connais un peu Columbus Café et d'autres entreprises qui travaillent comme vous. Ma question elle est relativement simple. C'est est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites pour limiter vos consommations énergétiques, limiter les consommations de biens jetables. On le voit souvent, hélas, dans ce type de commerce. Et donc, comment vous contribuez à votre niveau je dirais, la lutte contre le dérèglement climatique? Merci d'avance. Alors, question double. Je commence par les consommations énergétiques. Comment vous les limitez? C'est une question qui tombe à pile, peut-être pas, mais bien. Depuis septembre, nous, on a lancé notre bilan carbone. C'est quelque chose qui n'est pas très, très commun, en tout cas très partagé encore dans l'univers de la restauration rapide. Je ne dis pas qu'on est les premiers, mais voilà, on a lancé la démarche, donc on commence à avoir les premiers retours et les premiers indicateurs qui nous montrent les leviers à travailler. La consommation énergétique, bien sûr, fait partie du lot. On a du travail à faire. On parlait de logistique. Voilà, sur la logistique, sur comment nos produits sont transformés, comment ils sont amenés jusqu'au magasin. Donc c'est un premier levier. Et puis toute la partie, bien sûr, alors emballage oui, mais plutôt déchets. Voilà, comment on essaye d'améliorer, sachant qu'on fait déjà pas mal de choses. Je vais y revenir sur les emballages. Mais est-ce que quand on fait un audit comme ça, de votre impact carbone, est-ce que vous avez eu des surprises? Parce que parfois on se dit, ah tiens, là, j'ai un levier d'amélioration que je ne soupçonnais pas. Non, alors la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on n'est pas surpris par les premiers chiffres qui arrivent. Parce que je pense on essaie de faire les choses bien depuis pas mal d'années, avant que la réglementation ou les choses deviennent un peu plus légales. On est un concept, on est une marque de coffee shop aussi française. Je pense que le côté français nous aide aussi, en tout cas, nous emmène dans cette dynamique-là où on essaie de faire bien les choses. Pour le client, pour le magasin en soi, pour les équipes, pour la planète en tout cas, pour ce que ça peut générer en dehors du quotidien de servir un bon café au client tous les jours avec le sourire. Donc je pense qu'on a déjà une démarche, interne, qu'on peut toujours améliorer. Et ce bilan va nous aider à ça, pour aller encore plus loin. Mais on a déjà une base de travail et puis des fondamentaux qui sont là, qui vont déjà dans le bon sens. Donc non, on n'a pas été surpris. Et alors sur la consommation de biens jetables ou d'emballage à usage unique, vous avez commencé à répondre, mais qu'est-ce que vous faites, quelles actions vous menez? Nous, en 2017-2018, on a commencé à lancer la vaisselle sur place dans le réseau, avec des premiers magasins, des premiers franchisés. On travaille beaucoup avec des pilotes, avec des tests. C'est des franchisés ambassadeurs qui vont donner la bonne parole à leurs collègues. Mais 2017-2018, on a commencé. Bien sûr, quand la législation est arrivée, tous les magasins étaient prêts et les derniers ont basculé. Mais nous, le gros du réseau a basculé entre 2020 et 2021. Donc on était déjà prêt à la législation, on était déjà rodé. Donc ça, pour nous, c'est déjà un effort qu'on avait déjà lancé. Vous l'aviez lancé parce que la législation arrivait? Non, on l'a lancé. Vous aviez anticipé ça? On l'a lancé pour deux raisons. La première, c'est une question qualitative de service. Voilà, on était dans des démarches d'amélioration de service pour le client et d'expérience client. Et on sait qu'en tout cas, boire une bonne boisson dans une belle tasse, en tout cas dans un beau verre non jetable, c'est plus sympa. Voilà, et c'est plus valorisant pour tout le monde. Deuxième chose, c'était aussi un moyen de travailler avec les équipes terrain pour
diminuer justement la logistique, le fait de recevoir des cartons de gobelets plusieurs fois par semaine, devoir les déballer, les ranger, vider des poubelles tous les jours, faire le tri parce qu'on trie en tout cas le papier et le carton depuis plusieurs années déjà aussi. Donc voilà, ça permettait aussi de limiter toute cette logistique interne pour les équipes. Et leur soulager. Alors après, oui, il faut remplir des lave-verres. Il y a aussi une autre logistique qui se met en place. Il y a une consommation d'eau un peu plus importante. Une consommation d'eau plus importante, mais on s'équipe de machines, en tout cas, qui sont étudiées pour ça, en tout cas, à consommation réduite. Faible consommation. Que ça soit électrique, eau, produits d'entretien, tout est lié. Mais au final, le retour des équipes est, non, c'est plus plaisant, c'est moins contraignant de gérer de la vaisselle, et donc du lavable, que de gérer du jetable. Et en plus, on se rend compte qu'on fait plutôt un bon geste. En tout cas, on participe à l'amélioration des choses pour la planète. Vous disiez, on teste d'abord un franchisé en quelque sorte pilote. Est-ce qu'il y a des idées qui viennent des franchisés? Vous voyez ce que je veux dire? Le siège parisien, regardez ce que je fais là depuis 6 mois, ça marche. Et ça, je pense que c'est un vrai savoir-faire qu'on a développé maintenant depuis plus de 15 ans de franchiseurs. Moi, je dis souvent à des candidats, parce que je prends plaisir à les rencontrer toujours dans leur processus. Il y a être franchiseur et être franchiseur. Alors, je ne sais pas pour faire la blague qu'on connaît sur les bons et les mauvais chasseurs, mais il y a être franchiseur dont notre revenu à nous dépend de leur réussite. Et puis, il y a être franchiseur où une partie de mon réseau est franchisée et une autre partie est gérée en propre. Et donc, je diversifie un peu mes revenus. Nous, notre réussite passe par la leur. Bien sûr qu'on travaille pour développer la marque et donc pour développer leur business, et on les accompagne au quotidien pour ça aussi, pour développer leur business. Mais on travaille on travaille qu'avec eux. On a des équipes sièges, une quarantaine de personnes. Nos franchisés, c'est 120 franchisés indépendants, donc il y a 120 têtes pensantes. Donc il y a toujours des bonnes idées. Vous avez un exemple en tête? La vaisselle, la mise en place de la vaisselle. On a les premiers tests qu'on l'a fait, on l'avait avec un franchisé qui était convaincu et qui était prêt à porter le projet, en tout cas lui de manière très opérationnelle. Et on a monté le projet avec lui. D'abord sur un magasin, 2 magasins, et puis on a affiné, on a commencé à élaborer comment on allait mettre en place la mise en œuvre et puis le déploiement. Et ensuite, un deuxième, un troisième, un quatrième franchisé se sont rejoints au groupe. Mais on l'a sur les produits. Par exemple, le fait de travailler, vous parliez du lait et de bleu blanc cœur, c'est venu de vous, ça, ou c'est pareil? Ça, c'est plutôt venu de nous. Parce que c'était un sujet qui était plus approvisionnement, qualité, produit, matière première. Et comment on pouvait donner encore plus de valeur à la marque et aux produits qu'on vendait en partant de l'industriel, en partant de la base du produit. Non, les retours franchisés sont très opérationnels, donc c'est sur le quotidien. Comment ils font pour améliorer le quotidien, le leur, celui de leurs équipes, mais pour délivrer mieux aux clients et que le client passe un meilleur moment. Mais je pense sur des systèmes de caisse, le test des bornes de prise de commande, l'organisation derrière les comptoirs, les évolutions des machines. Voilà, il y a beaucoup d'automatisation qui arrive, alors pas l'intelligence artificielle, mais en tout cas des machines qui vous restituent un produit automatisé et qui vous soulage aussi votre quotidien avec vos équipes. Ces sujets, on les voit passer, on les étudie, et puis souvent on a un franchisé qui dit « Ah, j'ai vu ça, ça a l'air intéressant. » Alors, puisqu'on parle de matières premières, on a parlé du café, on a parlé du lait, il y a les œufs. Ça représente quoi? J'ai vraiment la question de curieux, quoi. Combien vous consommez d'œufs, par exemple, avec 250 coffee shops quelques milliers, je n'ai pas le chiffre exact, mais quelques milliers, on s'approche des millions d'œufs, parce qu'en plus, c'est une matière première qui est de plus en plus consommée aujourd'hui. Nous, on l'a vraiment mise en place quand on a développé l'offre salée du petit déjeuner. C'était 2018-2019. Non, on consomme beaucoup d'œufs. Et alors, donc, là aussi, il y a des choix. Est-ce que c'est de l'élevage en batterie? Est-ce qu'on peut se passer de l'élevage en batterie? Quel choix vous avez fait? Non, notre choix est toujours porté sur la qualité du produit. Donc, la qualité du produit, c'est aussi des engagements. Donc, on est sur des œufs plein air, 100% plein air, d'origine France pour la plupart, en fonction des approvisionnements. Et au-delà de cet engagement, je dirais, du bon traitement animal, on sait aussi que ce bon traitement, en tout cas cette qualité de produit, permet de délivrer un bon produit au client et puis, en plus de ça, de pouvoir de communiquer des engagements forts, même si ce n'est pas une matière première aussi forte que le café ou que le lait. Mais ça va dans notre démarche. Ce n'est pas la première matière première à laquelle on pense quand on pousse la porte d'un Colombis Café. On est engagé aussi sur le poulet, on est en train de s'engager aussi sur le porc, mais ce n'est pas des matières premières fortes dans la tête du client, mais c'est important aussi que notre démarche qualitative et d'engagement, on la retrouve sur les différents produits. Mais est-ce qu'il y a des clients qui vous disent « Moi, je ne veux pas consommer un œuf d'une poule qui est élevée en cage, quoi ». Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que ça ne rentre pas finalement dans la grille de lecture d'un client? Non, c'est pas une demande forte. Enfin, c'est pas une demande régulière des clients. Par contre, c'est une reconnaissance et un moyen d'engagement du client vis-à-vis de Colombus Café, de se dire « Ah, je consomme dans une marque qui est française, qui est dans un concept qui est plutôt là pour me faire passer, on dit toujours nous faire passer les 15 meilleures minutes de la journée. Donc, je viens passer un bon moment. Il y a un moment dans ma journée, que ce soit 5 minutes ou 1 heure. Et en plus, je consomme des bons produits parce que la qualité de nos produits sont reconnus et des bons ingrédients.
Et en fait, ça lui permet de trouver du lien et d'avoir, pas une harmonie, mais d'avoir un sens dans toute sa démarche de client, mais avec une marque, un concept, un moment, et puis le produit et les ingrédients qu'il va utiliser. Ouais. Donc nous, c'est notre marque de fabrique, en tout cas c'est notre cahier des charges, c'est notre engagement sur la qualité. Et puis le client, en fait, ça lui donne du sens, parce qu'il est là pour passer un bon moment. Donc s'il est là pour passer un bon moment, c'est plutôt quelque chose de bon, donc que ça soit bon, mais que ça soit bon, j'irais de l'animal jusqu'à l'assiette. 253 coffee shops en France et à l'étranger, il y en a beaucoup à l'étranger ? Oui, on en a une vingtaine. Une vingtaine presque plutôt, 30. Plutôt dans quelle partie de... Essentiellement le Canada, parce qu'on a ouvert une filiale en 2021. Donc on a 20 Columbus là-bas et on est en train de déployer maintenant le modèle de franchise. Et ensuite, on est en train de revenir sur le Moyen-Orient, qui était une zone où on était assez fort avant le Covid, et puis avec le Covid, les choses ont un peu évolué, mais on y revient. Et ensuite, pour l'instant, c'est déjà bien. Oui, c'est déjà pas mal. Mais est-ce que la dimension française, vous la gommez, ou est-ce qu'au contraire, vous la mettez en avant parce que qui dit gastronomie, dit bonne image de la France ? En fonction des régions internationales, le français parle vraiment à des catégories de consommateurs, en tout cas à des pays, et puis d'autres pays où c'est plutôt le côté qualité derrière le français. Voilà, Canada, sur la partie Québec, est très, très, très francophone. Columbus Café français, oui, ça leur parle, mais ce qui leur parle surtout, c'est qu'ils voient de la qualité chez Columbus, et ils voient aussi une offre large du matin jusqu'en fin de journée. Ils voient du sucre, de la boisson, du sucré, mais aussi du salé. Et c'est vrai que nous, en France, le salé est un moment fort, entre midi et 2, c'est 30% de notre activité. Donc, c'est pas rien, c'est pas quelques sandwichs vendus, quelques salades. C'est un vrai moment de consommation. Donc, ils y voient ce côté qualité ou ce côté marque de fabrique français, parce que on a la chance que la France est reconnue comme un pays de qualité dans la gastronomie. Et dès qu'on parle alimentaire, je dirais le coup de tampon français est toujours rassurant. Mais ça parle pas aussi fort d'un pays à l'autre. Donc, c'est plutôt le côté soit français, soit qualité, ou les deux quand on peut faire les deux. Autre question de curieux, est-ce que le goût est le même ? Ou est-ce que vous adaptez vos produits au marché ? Oui, 75%, 80% de la gamme est la même. Et ensuite, il y a 20-30% qui est adapté au marché. On est obligé d'adapter déjà au goût, aux recettes. Il y a des ingrédients qui sont incontournables. Et puis ensuite, on adapte aussi en fonction de la chaîne logistique. Par exemple, tout ne vient pas de la France pour les Canada. Une partie, mais on va chercher aussi des approvisionnements locaux, plutôt locaux sur le pays. Voilà, pour que ça soit, je dirais, logique, en fait. Au Québec, s'il n'y a pas une poutine à la carte, ça va pas. Non, ils n'ont pas une poutine, mais ils ont quelque chose qui s'y ressemble. Qui s'en approche. Je pense à ça, le goût, parce qu'il y a la question du sel, du sucre, des dosages en sel et au sucre de ce que vous proposez à vos clients. Là aussi, ce sont des exhausteurs de goût, mais pas forcément idéaux pour notre santé. On va dire ça comme ça. Vous réussissez à réduire les teneurs en sel et en surtout sur le sucre, parce qu'on vend beaucoup de sucré, forcément, entre les boissons et les pâtisseries. Donc on travaille sur deux axes. Le premier, c'est réduire le sucre dans nos boissons. Donc pour ça, on travaille avec les industriels qui nous font des recettes ou avec la quantité de sucre qu'on met dans les boissons, même si c'est le client qui choisit un peu sa taille. Oui, c'est-à-dire qu'il faut réussir à le faire évoluer sans trop perturber le goût du client non plus. C'est pas une démarche facile. On travaille une partie là-dessus. Ensuite, on travaille aussi sur des développements de boissons sans sucre. Depuis 2 ans, on développe ce qu'on appelle une plateforme de boissons froides d'eau aromatisée, qui sont sans sucre pour le coup, et qui viennent remplacer progressivement tous les sodas qu'on peut connaître, qui faisaient partie de la carte et qui sont en train de disparaître, mais en proposant d'autres alternatives meilleures en termes de goût, qualité. Vous avez décidé de virer les grands sodas de votre carte ? Oui, la majorité sont virés déjà. Là, je pense que dans les 2026, ça sera l'année charnière où ça va vraiment, vraiment s'arrêter. Mais on a plus de 60% du réseau qui a mis en place cette plateforme d'eau aromatisée et qui a remplacé du coup tous les sodas qu'on peut connaître. Est-ce qu'il y a des clients qui font demi-tour parce qu'ils n'ont pas leur soda préféré ? Toujours. Mais moi, je suis toujours en mode franchisé. On essaie de faire plaisir à plein de monde, mais on ne peut pas réussir à convaincre, en tout cas, à satisfaire 100% de la clientèle ou 100% du passant. Donc on a une marque, on a un positionnement, on a un niveau de qualité qui est de plus en plus reconnu et apprécié et recherché. Donc on continue à travailler dans cette ligne-là. Et après, oui, il y a des clients qui seront insatisfaits, malheureusement, oui, mais ça fait partie du jeu. Donc allons chercher plutôt les clients qui sont pas encore, qui connaissent pas encore Columbus, qui savent pas que c'est français, qui savent pas que la qualité est importante pour nous, qui vont passer un bon moment. Donc voilà, on a encore ce qu'on disait au début, le marché du coffee shop explose. Et il y a encore, on sait aujourd'hui qu'un Français sur 2 consomme pas coffee shop. Donc il y a encore du travail et il y a encore plein de potentiel. Puisqu'on est sur la stratégie RSE, il y a ce partenariat avec Too Good To Go. Depuis quand et pourquoi ? Depuis 2016-2017, quand ils sont arrivés en France, ils nous ont rapidement sollicité. On a trouvé la démarche très intelligente et très saine. Columbus, c'est un concept où on ne génère pas beaucoup de pertes parce qu'on fabrique beaucoup le matin pour la journée. Beaucoup de produits sont fabriqués ou assemblés sur place. Il n'y a pas trop de gâchis alimentaire. C'est plutôt maîtrisé, mais du coup, le peu de gâchis qu'on a, on préfère
le proposer à moindre coût, en fait, à coût coûtant, à une clientèle quand on a le besoin. Et puis, la démarche est plutôt saine, donc elle est plutôt bien suivie par nos franchisés, elle est mise en avant régulièrement sur nos réseaux et c'est obligatoire ou c'est volontaire? C'est-à-dire tout ce dont on parle, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est toujours le rapport entre le franchiseur et les franchisés. Il y a des choses qui sont obligatoires. Qu'est-ce que vous imposez ou pas? Too Good To Go est recommandé. Il n'est pas obligatoire parce que ça dépend aussi du niveau de perte. Voilà. Les magasins qui sont ouverts 7 jours sur 7, par exemple, ont très peu de pertes et pas forcément suffisamment pour proposer 1 ou 2 paniers tous les jours. Donc c'est proposé, 75%, 80% du réseau l'applique. Pas tous les jours, mais régulièrement, plusieurs fois par semaine. Donc c'est plutôt suivi et puis c'est là aussi l'intérêt de travailler avec des franchisés quand on propose ou qu'on suggère des choses. Si on voit qu'il y a un faible intérêt, on se dit, bon, soit on a mal bossé notre truc, soit il n'y a vraiment pas d'intérêt, donc il faut peut-être revoir la copie. Et là aussi, on a commencé avec des franchisés qui nous ont dit, non, c'est la bonne démarche, il va falloir travailler plutôt ci, plutôt ça, pour que l'ensemble du réseau ou un franchisé dans son quotidien puisse voir l'intérêt, plus d'intérêt. Merci beaucoup, Frédéric Vasseur, et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure de notre rubrique Startup tout de suite.